chers conférenciers invités, c'est avec beaucoup de plaisir que je veux vous présenter Philippe Vienne, qui est en ce moment en visite chez nous pour quelques mois. Il est détenteur d'un doctorat en sciences sociales de l'Université libre de Bruxelles. Il lui donne même le titre de sa thèse, Analyse critique de 4 principes d'intelligibilité pour une approche compréhensive des violences à l'école. Alors, Philippe a travaillé sur l'école, sur l'éducation. Il est directeur en ce moment du Centre de sociologie de l'éducation de l'Institut de sociologie et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Et il a fait de nombreuses publications. Bon, vous êtes venu pour l'entendre, je vous épargnerai un peu de mentionner toute la liste. Qu'il suffise de mentionner qu'il a travaillé en sociologie de l'éducation, notamment sur les violences à l'école. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il travaille sur l'histoire de la sociologie et sur l'école de Chicago en particulier, et notamment sur Everett C. Hughes. Et vous le savez, Hughes a joué un rôle très important au département de sociologie, puisqu'il est considéré un peu parmi les pères fondateurs, puisqu'on lui avait confié le mandat de rédiger le programme de recherche et puisqu'il a été l'un des premiers professeurs invités ici dans notre département. Sans plus tarder, je te laisse la parole parce que les gens sont venus pour t'entendre. Et nul doute que cette conférence sera vous intéresser au plus haut point pour nous faire connaître un certain nombre d'éléments nouveaux là, sur la naissance de notre département et en particulier sur la naissance de la sociologie et son institutionnalisation au Québec et plus largement dans le champ des sciences sociales. Alors, à toi la parole. Donc, nous avons convenu pour un exposé d'à peu près, prendre le temps qu'il faut, mais disons 3/4 d'heure, 1 heure, enfin, autour de ça, et nous suivra une période de questions et de discussions. Voilà. Allez. Merci Simon. Alors, je voudrais vraiment remercier Simon Langlois pour son invitation au département de sociologie, donc pour le séjour de recherche que je suis en train d'y faire, sur un double volet qui est à la fois une socio-histoire du système d'enseignement québécois et en même temps d'approfondir le travail que je poursuis sur Everett Hughes, notamment donc, sur sa phase au Canada français d'enquête de terrain. Donc sur ce double volet, on m'a proposé effectivement de faire une petite conférence dont M. Langlois avait effectivement précisé que le titre était amené à changer, et effectivement, comme vous pouvez le voir, il a changé légèrement. Je vais moins insister ici, disons, sur le passage d'Everett Hughes à l'Université Laval pour y enseigner donc, dans le cadre de la jeune école des sciences sociales, que plus largement sur Everett Hughes et le French Canada et le Canada français, en particulier son travail de terrain à Drummondville. Alors la structure de cet exposé, je la présenterai en 6 temps plus ou moins. Je demanderai à mon invitant de me surveiller au niveau du temps, parce qu'effectivement là je vais me cantonner aux 45 minutes prévues. Juste peut-être aussi quelques petits mots d'introduction sur ma relation avec Hughes, qui vient en fait au départ, mon intérêt remontait essentiellement à Goffman, donc je suis un petit peu remonté on va dire dans l'arbre à partir de Goffman, à partir de mes travaux de terrain dans des écoles en difficulté, avec des grilles de lecture plutôt goffmaniennes, je suis remonté ensuite à la sociologie de Chicago en général, et par là, donc, l'intérêt pour la sociologie de Hughes est devenu de plus en plus important, au point qu'effectivement, je prépare à l'heure actuelle un ouvrage autour d'une biographie d'Everett Hughes et quelques leçons sociologiques sur Everett Hughes. Alors, c'est en particulier aussi à partir de ma visite à l'Université de Chicago en 2008, où j'ai pu travailler sur les archives d'Everett Hughes, que j'établis cette biographie donc, à l'heure actuelle. Alors, la structure de cet exposé va être en 6 temps plus ou moins. Je vais commencer par vous dresser quelques éléments qui me semblent pertinents pour la biographie d'Everett Hughes en général, pour faire le lien avec cette étude de terrain qu'il a menée à Drummondville. Ensuite, nous irons effectivement sur sa période au Canada français, donc l'esquisse d'une sociologie du Canada français, à partir de l'ouvrage French Canada in Transition, ou Rencontre de 2 mondes. Nous irons dans un 3e temps, donc spécifiquement à Drummondville, donc pour examiner un petit peu l'interrelation entre le travail de Hughes et quelques éléments d'histoire locale. Ensuite, le 4e temps, ce sera plutôt l'héritage d'Everett Hughes au Québec, on va dire, et à l'Université Laval en particulier. Je vais moins insister sur cette partie-là qui a déjà été
profondément, je dirais, abordé par plusieurs sociologues, y compris des sociologues d'ici. Je pense à Simon Langlois sur Falardeau, à Nicole Gagnon, donc il y a toute une littérature sur laquelle je vais moins insister ici. On terminera par une série d'anecdotes et d'archives à partir des archives d'Everett Hughes en relation avec le Québec, et mes conclusions, si je suis resté dans les temps. Alors je vais commencer par effectivement dresser le portrait d'Everett Hughes à partir d'un souvenir qui est sans doute familier donc à l'Université Laval en particulier. C'est le souvenir du père Georges-Henri Lévesque, qui avait été effectivement celui qui a invité Hughes ici à l'Université Laval comme professeur, donc le fondateur de l'École des sciences sociales, dans ses souvenances, qui nous présente ceci qui est un très beau portrait d'Everett Hughes, en le présentant comme un des plus prestigieux sociologues contemporains, qui sera du reste président de l'American Sociological Association, ce qui ne représente pas un mince honneur. Pour la faculté, pour plusieurs autres collègues en particulier et pour moi-même, un collaborateur lucide, assidu, stimulant, pour ses étudiants un éveilleur, un entraîneur, un compagnon de route amical, pour tous une sorte d'éclaireur sur les sentiers arides et parfois sombres des sciences de la société. Enfin, pour les nombreux amis qu'il sut cultiver autour de lui, un homme d'une remarquable urbanité, sachant tout aussi bien causer que jouer du piano. En passant, il affectionnait tout particulièrement les Negro Spirituals. Alors c'est un très beau portrait d'Everett Hughes, effectivement, qui correspond tout à fait avec sa biographie. Les mots-clés qu'on a là sont effectivement le mot-clé de l'éclaireur. Il y a vraiment là aussi une lucidité sur l'héritage sociologique de Hughes. Entraîneur, compagnon de route, stimulant pour ses étudiants en particulier, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement marquant dans sa biographie. Alors effectivement, je pense là que le père Lévesque avait saisi tout à fait les traits de caractère et les qualités scientifiques de Hughes, sur lesquels je reviendrai plus loin. Petite anecdote aussi sur les Negro Spirituals. Le maître de Hughes, Robert Park, a consacré un des plus beaux articles qu'il a fait à la question des Negro Spirituals. C'est un de ses premiers articles à son arrivée au département de sociologie de Chicago. Et c'est un article que je trouve tout à fait magnifique sur l'origine des Negro Spirituals. Donc j'apprécie effectivement cet effet d'écho entre Park et Hughes sur les Negro Spirituals. Alors, sur la biographie de Hughes, avec quelques illustrations, alors, pour vous présenter en quelques photos aussi, je les passerai une à une plus ou moins, j'insisterai pas à pas sur on va déjà prendre celle-là. Alors Everett Hughes, en 2 petites pages, on va dire, d'introduction biographique au personnage, naît le 30 novembre 1897 à Beaver, en Ohio, troisième de 6 enfants, d'un pasteur local et instituteur, Charles Anderson Hughes, et de sa femme Jessamine Roberts. Alors c'est une famille de l'Ohio typique, je dirais, rurale, qui a généré déjà plusieurs pasteurs méthodistes et qui a un intérêt particulièrement poussé pour les questions d'éducation, où on pousse vraiment les enfants sur l'éducation, les filles comme les garçons. Alors le grand-père était un soldat de l'Union, donc la famille est tout à fait nordiste et anti-esclavagiste, et Charles Anderson Hughes est aussi, je dirais, comme pasteur, le père de Hughes. Ce qui aurait été tout à fait paradoxal d'être à la fois sur le plan de son travail pastoral extrêmement libéral, extrêmement ouvert sur le plan de la spiritualité, donc sur la manière de lire la Bible, et en même temps aussi, comme on le verra, extrêmement conservateur sur le plan moral, donc un paradoxe, une tension entre les deux. Le père de Hughes était aussi orienté sur le social gospel, donc vous savez peut-être qu'il a été très marquant pour les jeunes années du département de sociologie à Chicago, donc le courant de réforme sociale qu'on trouve aussi comme influence majeure sur les débuts de la sociologie américaine. Et donc on a dans la famille tout un travail anti-esclavagiste, un travail aussi de déségrégation de la société américaine, qui fait que le pasteur Charles Anderson Hughes va avoir notamment descendu avec le Ku Klux Klan, qui fera brûler une croix devant sa maison, donc en représailles par rapport à son engagement sur le plan de la déségrégation. Alors un pasteur effectivement très engagé, parfois la carrière malheureuse, et qui aurait voulu que son fils devienne pasteur à son tour, ce que Hughes ne va pas faire. Donc Everett Hughes va s'orienter vers l'enseignement plutôt que vers le pastorat, sans, je dirais, que ce soit un désespoir pour son père, qui considérait que c'était le plus brillant de ses fils. Alors un pasteur aussi, j'ai insisté là-dessus, qui était très rigoriste sur le plan moral, donc aussi bien, on va dire, émancipé sur le plan théologique et sur le plan social, que très rigoriste sur le plan moral, c'est-à-dire que dans sa communauté, on ne boit pas d'alcool, on ne joue pas aux cartes pour de l'argent, on ne danse pas. Donc ce sont là vraiment des valeurs morales très rigoureuses, auxquelles Everett Hughes a commencé à échapper progressivement, tout un travail d'émancipation progressif,
par rapport notamment à son pasteur de père, qui est passé par les études, notamment au collège à Ohio Wesleyan, où il a commencé donc les études de collège. Alors le mot-clé pour vraiment comprendre cette phase de la vie de Hughes, c'est le mot émancipation. C'est vraiment une émancipation personnelle, une émancipation sociale par rapport à l'univers dans lequel il a grandi. Donc cet univers rural de l'Ohio, religieux, donc aussi profondément pieux, au point qu'on peut considérer Hughes dans sa maturité comme un sociologue qui est quasi athée, ce qui est quand même assez aussi remarquable pour la sociologie américaine de cette époque, et donc tout à fait détaché, on va dire, des questions religieuses au point quasiment d'être un athée. Ce qui est intéressant aussi, c'est le statut du fils de pasteur dans une communauté rurale américaine, un statut un peu particulier qui est un statut d'outsider, dira plus tard sa femme, Helen McGill. C'est-à-dire que le fils du pasteur, le preacher's kid, a un statut un peu d'outsider dans une communauté, c'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de secrets de la communauté via son père, mais il ne les utilise pas. Il ne peut pas les utiliser, il ne peut pas en faire un usage malveillant. On peut y voir trace de cette curiosité sociologique, de ce goût pour comprendre les affaires du monde qui peut ensuite marquer la trajectoire sociologique d'Everett Hughes. Le statut d'outsider est intéressant parce que c'est exactement ça que Hughes mettra en avant dans sa relation avec le Québec. Pour comprendre le Québec, comprendre les Canadiens français, il y a un statut du fils de pasteur méthodiste de l'Ohio, d'outsider à cette société, qui est très intéressant pour être détaché de cette société, pour pouvoir la comprendre de l'extérieur. Donc ce statut d'outsider va être intéressant par la suite. Alors, émancipé, je disais, donc c'est-à-dire détaché par rapport à l'univers religieux de son père, mais comme disait Hughes souvent, émancipé mais pas aliéné, c'est-à-dire pas coupé de sa communauté au point de ressentir une souffrance personnelle. C'est une manière d'être libéré des œillères de la communauté, tout en pouvant y replonger, c'est-à-dire pouvant apprécier le caractère collectif de la communauté, la chaleur humaine qui peut s'en dégager, etc. C'est des choses qu'il a pu retrouver sur le terrain aussi au Québec, et en même temps sans être prisonnier des limites et des frontières de cette communauté. Alors, en 1917, après avoir terminé ses études de collège, Everett Hughes aurait dû devenir professeur, c'est-à-dire enseignant dans le secondaire. Il est alors juste trop jeune que pour devenir enseignant dans le secondaire. Il a 1 an avant de pouvoir postuler à un poste d'enseignant. Et pour ces raisons-là, un oncle va lui trouver un travail d'appoint, on va dire, un travail aussi parce que la famille était très pauvre pour effectivement un petit peu remplir les casseroles. Il se retrouve à Chicago, mais comme enseignant en cours du soir pour des ouvriers. Et il commence pendant plusieurs années, il va faire 5 ans dans cet univers-là. Mystérieusement 5 ans, je dirais, parce qu'il était censé faire 1 an et puis devenir enseignant en high school. Et puis il reste 5 ans à travailler en cours du soir pour des ouvriers qui sont des immigrants qui sont arrivés à Chicago et qui travaillent dans les aciéries. Il travaillera aussi donc, en cours du soir pour des bûcherons. Donc il y a toute une expérience qui lui fait découvrir la classe ouvrière. Et c'est un véritable choc pour lui aussi. L'univers industriel à Chicago est un choc pour un fils de pasteur rural de l'Ohio. Et cette rencontre aussi, qui est une rencontre ethnique, qui est la rencontre typique de la grande ville américaine, comme on l'avait dit à Wax, Chicago, réalité ethnique. On a vraiment là aussi cette rencontre avec un univers ethnique, celui des quartiers de Chicago, extrêmement différencié sur le plan ethnique. Et donc ça, c'est vraiment une petite révolution pour Hughes. On peut repenser peut-être sur un continent différent l'expérience de Touraine, par exemple, quand Touraine, enfant de la bourgeoisie, a découvert le monde industriel avec fascination. Donc on a quelque chose de ce genre-là avec la découverte d'Everett Hughes du monde industriel à Chicago et de la réalité ethnique. Alors, à l'automne 1923, Everett Hughes s'inscrit au département de sociologie de l'Université de Chicago, qui est alors encore département de sociologie et d'anthropologie. Il obtiendra son doctorat. Qu'est-ce qui l'a attiré vers ce département? Et c'est un homme, c'est Robert Park. Alors comme pour beaucoup des étudiants de cette époque, il y a un appel qui est ressenti vers la sociologie à cause de l'aura de Robert Park, qui n'enseigne pas depuis très très longtemps à l'Université de Chicago, qui remplace essentiellement William Isaac Thomas, qui a été renvoyé dans des conditions scabreuses de l'Université de Chicago. Et donc Park, progressivement, a développé toute une aura qui fait qu'on est attiré d'aussi loin que la Colombie-Britannique. Par exemple, la femme d'Everett Hughes, Helen McGill, par l'idée d'aller travailler la sociologie à Chicago, qui est alors la ville numéro 1 pour faire de la sociologie aux États-Unis, le point le plus intéressant pour entamer des études de sociologie et s'associer à l'échelle de tout le continent nord-américain, bon, sous-continent. Alors effectivement, donc, il arrive dans ces conditions-là au département de sociologie. La rencontre avec Robert Ezra Park est tout à fait déterminante pour lui.
Il était venu à Chicago sans sentiment de mission particulière ou de vocation particulière pour quoi que ce soit, et c'est avec cette vocation qu'il découvre pour la sociologie qu'il entre alors dans le département de sociologie. Alors son proche collaborateur aussi, Anselm Strauss, y a vu véritablement un sens d'une mission sociologique, c'est-à-dire vivre pour la sociologie, pas de la sociologie. Donc c'est vraiment ça que Everett Hughes va rencontrer avec Robert Park à Chicago. Le sentiment vraiment d'une vocation et d'une mission pour la sociologie. Alors Park, c'est pas pour rien, on va dire, que le spécialiste de Chicago, qui est Andrew Abbott, l'a qualifié de véritable talisman du département de sociologie. C'est effectivement un phare sociologique pour son époque. Ce que Hughes va apprendre au contact de Robert Park, je dirais, en dehors des champs d'action sociologiques de Park qu'on connaît, qui sont la sociologie du journalisme, de la communication, la sociologie des relations raciales aux États-Unis, en particulier ce qu'il connaissait de la vie des Afro-Américains du sud des États-Unis, ou encore l'écologie humaine. Ce qu'il va apprendre au contact de Robert Park, c'est trois qualités, je dirais, particulières qu'on peut trouver à Park à cette époque-là, trois vraiment qualités significatives de Park, qui sont tout d'abord l'insistance pour le travail de terrain, qu'on a souvent présenté comme un mythe de Chicago, mais qui est quand même un saut qualitatif particulier à cette époque-là pour un raffinement dans le travail de terrain au contact de Robert Park, et le fait que les étudiants s'y lancent aussi avec le sens d'une entreprise collective avec leurs professeurs, c'est-à-dire vraiment le travail en commun qui va faire prospérer la sociologie et d'être considérés quasiment comme des collègues par les professeurs dans l'avancement de la sociologie à travers les études de terrain qui font notamment dans les quartiers de Chicago avec ce travail que mènent à l'époque Park et Burgess autour de la sociologie urbaine. Donc effectivement le travail de terrain au contact de Robert Park. Une notion du détachement aussi. Je parlais tantôt d'émancipation. L'idée de l'émancipation chez Park, c'est plutôt celle du détachement, c'est-à-dire effectivement pouvoir dominer en soi les appartenances communautaires, religieuses éventuelles, pour pouvoir mener une analyse détachée de n'importe quelle communauté, n'importe quelle classe sociale, sans s'y projeter des œillères ou des jugements de valeur. Donc une recherche d'objectivité à partir de cette dimension de détachement, qu'on a souvent confondu avec du cynisme pour Robert Park. On a souvent considéré que Park était indifférent à l'égard des questions sociales, ou bien qu'il était méprisant éventuellement. Hughes a toujours insisté sur le fait que Park avait un profond engagement personnel, notamment sur le plan de la déségrégation de la sociologie américaine, mais que les faits devaient passer avant la croisade morale. D'abord le travail empirique sur les faits, et ces faits permettront d'avancer vers le changement de la société. Mais pas la charrue avant les bœufs qui consiste à mener une croisade morale, comme le faisaient les fondateurs de la sociologie américaine, les do-gooders, avant les faits empiriques. Donc il y a une recherche de ce que Park appelait les big news, les faits, qui est plus importante que ce qu'il appelait un éditorial, donc la croisade morale. La troisième dimension qu'on peut associer à Robert Park, c'est la sollicitude par rapport à ses étudiants, une disponibilité vraiment par rapport à ses étudiants qui fait qu'on a même dit que Robert Park a négligé ses propres travaux par rapport à l'avancement des travaux de ses étudiants. Il était tellement, je dirais, près de ses étudiants qu'il a même accompagné certains d'entre eux sur le terrain pour leur donner des conseils. Donc on a vraiment cette impression de travail collectif, d'entreprise collective qui est particulière à l'école de Chicago à cette époque-là, entre Park et ses étudiants, et dont Hughes a pleinement bénéficié. C'est ce travail-là qu'il a reproduit ensuite comme professeur dans les différentes universités où il a pu travailler, brièvement à Laval, mais essentiellement donc à McGill, puis à Chicago, puis à Brandeis University et enfin au Boston College. Alors Hughes obtient sa thèse de doctorat en 1928 à Chicago, thèse de doctorat en sociologie et en anthropologie sur le Chicago Real Estate Board, donc l'étude des agents immobiliers à Chicago, pour lequel il a fait un travail de terrain. Petit point aussi biographique, le meilleur ami de Hughes à Chicago, c'est Robert Redfield, qui est le gendre de Park et qui est l'anthropologue bien connu, donc, qui aura aussi une grande influence sur le travail de Hughes, ensuite au Québec dans les années 30. Voilà qui est dit. Juste un petit mot encore sur tout ça, c'est effectivement que Park a vraiment été ce qu'on pourrait appeler le deuxième père d'Everett Hughes, donc celui qui, sans remplacer le premier père, a joué le rôle qu'on appelle aux États-Unis d'academic father, c'est-à-dire vraiment de mentor pour Everett Hughes,
rôle que Hughes a reproduit ensuite systématiquement avec beaucoup de ses étudiants, en particulier avec Howard Becker. Alors maintenant, je vais entrer dans la deuxième phase. Juste quelques photos pour, comme promis. Alors Hughes avec Franklin Fraser, qui était le premier président noir de l'American Sociological Society, qui devient l'American Sociological Association par la suite. Hughes, à l'époque, président du département à Chicago, donc entre 52 et 56, avec, pour la petite anecdote, juste à côté, son principal rival, Philip Hauser, qui fait l'objet de des guerres de clans tout à fait fratricides au sein du département de sociologie à l'époque où Hughes était le président. Excellente photo d'Everett Hughes, donc, en sociologue. Et celle-ci est intéressante, toujours sur les archives de l'Université de Chicago, que vous pouvez trouver en ligne. Celle-ci, effectivement, est intéressante puisqu'on est en 1947 et que Hughes, avec l'avion American Overseas Airlines, vous pouvez voir toute une symbolique de la sociologie américaine, débarque à Francfort, à l'après-guerre, pour refonder l'université de Francfort. C'est-à-dire qu'on a eu la dénazification de cette université et commencent à y revenir les exilés, que par la suite, donc, Adorno va y revenir. Et Hughes, avec tout un parterre d'autres professeurs en aéropage, d'autres professeurs américains, contribue à la refondation de cette université. Vous le voyez en chapeau noir tout au sommet de l'échelle, donc débarquant de cet avion pour refonder la sociologie. Alors je vais entrer dans la deuxième partie de mon exposé maintenant sur le travail de Hughes au Canada français, avec l'ouvrage French Canada in Transition. Donc ici, dans son édition, que je vous rassure tout de suite, je n'ai pas volé à l'Université de Chicago, mais qui a été liquidée lors d'un trop-plein des universités. J'ai pu ainsi me procurer cette édition, ce qui est assez amusant, puisqu'on y trouve des annotations sur toutes les générations d'étudiants, comme ici d'ailleurs, quand on feuillette les deux ouvrages de Hughes qui sont à disposition de l'université. On y trouve des annotations qui fera l'objet d'une petite anecdote un petit peu plus loin. Alors, pour faire ça effectivement plus brièvement, les années de Hughes au Québec sont aussi les années de son enseignement à McGill, à Montréal. Il est arrivé à McGill en 1927 pour y enseigner comme assistant professeur. Fait remarquable, il y arrive avant même d'avoir terminé son doctorat. Donc il est engagé en 1927, il termine son doctorat en 1928. Donc il est recruté par, à l'époque, le chef de département de sociologie de l'université de McGill, qui est Dawson, qui est un autre étudiant de Park, et il contribue ainsi à devenir le deuxième membre d'une équipe de 2 personnes dans le département de sociologie, qui est le seul département de sociologie à l'époque au Canada. Et donc c'est vraiment un travail de pionnier qu'il va pouvoir mener dans ce cadre-là avec Dawson, puisqu'ils vont vraiment se partager dans un programme de recherche qu'ils ont imaginé, et vraiment bricolé au départ, faute de moyens, un travail sur l'étude du Canada. Dawson va se réserver l'ouest du Canada, donc la frontière, l'avancement vers l'ouest comme aux États-Unis, et Hughes va s'intéresser au Canada français. Ce qui était intéressant, parce qu'à l'époque, il ne parle pas encore le français. Il a décidé, semble-t-il, qu'il y ait des contradictions dans ses archives, d'étudier le Canada français avant même d'y venir enseigner à Montréal. Donc il aurait eu cette idée de se pencher sur le Canada français avant même d'arriver à Montréal. Et donc une division du travail avec Dawson là-dessus pour l'étude du Canada en général. Alors le département de sociologie de McGill a été fondé en 1925 et donc Hughes y arrive en 1927 pour remplacer un professeur démissionnaire comme assistant professeur. Ce qui est intéressant aussi dans ce département, c'est une structure du pouvoir extrêmement pyramidale, très hiérarchique, ce qui fait que seul le chef de département a son mot à dire dans les affaires académiques et que l'assistant professeur n'a accès à rien en termes de structure du pouvoir, donc il est complètement dépendant de la hiérarchie. Et Hughes d'ailleurs, sans caractère typique, va essayer de se battre pour accorder plus de professeurs aux assistants professeurs, plus de pouvoir aux assistants professeurs à McGill. Alors il semble que Hughes ait été recruté par l'entremise de Park. Park aurait conseillé Hughes à Dawson en 1926, et donc Dawson a pris ce qui a parfois été qualifié, il a pris un boy, un garçon, pour en faire un sociologue, et Hughes a commencé à enseigner dans ces conditions-là. Il enseignait notamment un cours d'introduction à la sociologie, Sociology 1, et toute une série de cours qui sont un héritage du début, on va dire, de McGill, essentiellement un héritage de l'école de travail social, avec des cours très orientés, on va dire, sur le do-goodisme aussi, et sur la réforme sociale. Par exemple, un cours sur The Child que Hughes va enseigner sur place.
Ce qui est intéressant aussi sur cette période, c'est que d'un petit nombre d'étudiants au départ à McGill, l'appel de la sociologie va progressivement se faire sentir et le nombre d'étudiants finit par augmenter, non sans lien de nouveau avec Hughes, puisque Hughes avait cette possibilité, comme Park, d'attirer à lui des étudiants et aussi d'avoir un contact privilégié avec ces étudiants qui fait que le nombre d'étudiants augmente doucement au fil des années 30. Alors, un de ses souvenirs, par exemple, si vous voulez effectivement en savoir plus, c'est de consulter les souvenirs de David Solomon, qui est un des premiers étudiants de Hughes à McGill, un des étudiants juifs de Montréal. Souvenir émerveillé de la rencontre avec Hughes, qui est tout à fait en miroir des rencontres qu'on pouvait avoir avec Park à Chicago dans les années 20 et 30. C'est vraiment aussi cette idée d'une révélation par la sociologie pour les étudiants, du choc de la vocation et de l'envie ensuite de construire quelque chose autour de la sociologie. On pourrait presque parler en termes anthropologiques du mana. Park avait le mana, Hughes avait le mana, en particulier dans les contacts avec les étudiants et la transmission d'une vocation. Alors, aussi cette idée qu'il a pu construire à McGill progressivement de l'entreprise commune avec les étudiants. Il a mis au travail ses étudiants gradués à McGill, donc il a notamment amené ses étudiants à effectuer des travaux de terrain, à s'intéresser pour certains d'entre eux aussi à Montréal ou au Canada français. Donc il y a un travail de construction collective qu'il a commencé, qu'il n'a pas pu mener à bien puisqu'il a démissionné de McGill en 1938 et qu'il est retourné à Chicago. Mais en même temps, on sent déjà cette dynamique qui est en train de se construire autour de Hughes à cette période-là. Alors ce qui est intéressant, c'est du point de vue de la recherche, personne n'encourageait Hughes ni Dawson à faire de la recherche à McGill à l'époque. D'abord, il n'y avait pas d'argent pour faire de la recherche, et l'argent, c'est les fondations, donc il faut effectivement les attirer. On leur demandait essentiellement d'être des professeurs, c'est-à-dire de transmettre quelque chose qui était un peu l'héritage de l'école de travail social pour les étudiants. Ça ne satisfaisait pas Hughes et Dawson, qui avaient été formés à Chicago, Dawson en théologie, Hughes en sociologie, et ils ont décidé de construire un programme de recherche, un véritable programme, et d'aller chercher des financements, en particulier le financement typique pour cette époque, le financement Rockefeller. Et donc c'est sans doute de nouveau par l'entregent de Park qu'ils obtiennent un financement. Hughes dit d'ailleurs de manière ironique qu'au début de son projet sur le Canada français, il avait obtenu la somme formidable de 1000 $ pour commencer son étude du Canada français, puis progressivement l'argent est véritablement venu via la Fondation Rockefeller et via en particulier, je pense, un contact qui était un ancien de Chicago qui travaillait à la Fondation Rockefeller et qui a alimenté tout un temps Chicago en argent de fondation. Alors effectivement, si vous voulez en savoir plus sur cette période-là, je vous conseille une lecture qui est cruciale. C'est un article qui s'appelle « The Natural History of a Research Project » d'Everett Hughes, dans lequel il raconte son développement de recherche au Canada français. Donc c'est un complément tout à fait utile pour lire French Canada in Transition, qui n'a jamais été inséré dans aucune édition révisée de French Canada, ni l'édition anglaise, ni l'édition française, mais qui est un complément vraiment à lire pour voir la construction de ce projet de recherche. Alors, ce qui intéressait Hughes en particulier, c'est deux choses. Les Canadiens français ou Québécois aujourd'hui, on le disait beaucoup moins à cette époque, en particulier du point de vue ethnique ou racial qui était propre à la sociologie américaine d'alors, s'intéressaient à eux notamment comme une minorité, englobée bon gré mal gré au sein d'une majorité. Et le deuxième aspect, c'est l'industrialisation. C'est le Canada in Transition, c'est de voir effectivement les changements sociaux qui sont à l'œuvre au Canada français. Un double aspect couplé, donc le caractère ethnique, la rencontre entre deux groupes qui cohabitent tant bien que mal, et en même temps le processus d'industrialisation, cette combinaison du tout, qui est une combinaison complexe et compliquée, non sans tension, non sans friction. Donc c'est aussi l'histoire d'une crise pour le Canada français qui est intéressante et qu'il va pouvoir observer sur le terrain. Alors effectivement, son idée était d'arriver sur tout un continuum, c'est-à-dire d'étudier empiriquement sur le terrain toute une série de communautés typiques du Québec, en passant, je dirais, du plus rural, de la plus rurale d'entre elles, vers la plus urbaine. Donc un continuum qui aurait été du rural vers l'urbain et vers l'industrialisé, et qui serait passé par ce qu'on pourrait appeler effectivement des types idéaux, dans lesquels on retrouverait des communautés qui sont étudiées de manière empirique. Une seule d'entre elles va faire l'objet d'une étude systématique par Everett Hughes, et c'est Drummondville, qui sera appelé Cantonville dans son ouvrage. Il ne pourra pas mener à bien son programme complet, qui aurait terminé en principe par l'étude de la métropole de Montréal, et qui éventuellement aurait aussi, qui serait passé par Québec, mais qui devait de toute manière terminer par Montréal. Il ne pourra pas la mener à bien, mais on a effectivement cette étude de Drummondville qui est parachevée.
Alors, je dirais la structure plus générale sociologique qui intéressait Hughes dans ce cadre-là, c'est aussi d'étudier la division du travail au sein de groupes ethniques et raciaux qui vivent ensemble au sein de la même économie. Alors il nous dit aussi en particulier dans le cas du Québec, il y avait une pression pour l'industrialisation qui venait de la part d'employeurs anglophones sur des ouvriers en francophones et une résistance catholique à ce mouvement, sur ses fidèles, et sur les possibles risques de sécularisation sur ces fidèles, ce qui fait que, Hughes nous dit notamment, l'Église catholique à laquelle ils appartenaient faisait tout ce qu'elle pouvait pour les conserver dans la ruralité. Donc on a aussi dans le cadre de cette tension une résistance de l'Église catholique par rapport au processus d'industrialisation, ou en tout cas au fait que le patronat, essentiellement anglophone, ait aussi introduit une série de changements sociaux pour la ruralité idéalisée du Québec, on va dire aux yeux du clergé. Alors, l'argent de la Fondation Rockefeller n'est pas arrivé pour rien au Canada français, il est arrivé essentiellement aussi, le motif, la justification qui a été invoquée, a été celle de l'étude du chômage. On est dans les années de la Grande Dépression, on est effectivement dans une période où le chômage, aussi aux États-Unis, devient la réalité sociologique à étudier, et donc c'est sous couvert d'étudier le chômage que Hughes et Dawson vont chercher l'argent de la Fondation, mais essentiellement dans l'idée que pour étudier le chômage, il faut étudier la structure de l'emploi. Et il faut étudier la structure ethnique de l'emploi, en particulier dans ces zones en transition qu'on trouve aussi au Québec, donc ce qui leur permet de recoller leur programme de recherche avec l'argent de la Fondation. Alors, Hughes aurait dû commencer beaucoup plus tôt. Son programme de recherche empirique sur le Canada français et sur Drummondville en particulier s'y est pris assez tard, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore découvert. Toujours est-il que quelqu'un le précède sur place venant de Chicago, c'est Horace Miner. Horace Miner, qui est un étudiant de Redfield, va faire son doctorat en anthropologie en arrivant à Saint-Denis de Kamouraska pour mener l'étude que Hughes aurait faite au départ, qui était l'étude du véritable village rural québécois, pour partir vraiment du début du continuum, du plus rural. Et donc Horace Miner a mené cette première étude à partir de 1925, si mon souvenir est bon, sur le terrain, dont il a fait son doctorat ensuite et un ouvrage auprès de l'université de Chicago. Hughes a été beaucoup plus lent, donc c'est assez paradoxal que lui qui se retrouve dans le comité de thèse ensuite de Horace Miner va mettre beaucoup plus de temps pour faire son étude empirique et pour publier French Canada in Transition, qui ne sort qu'en 1943, c'est-à-dire beaucoup plus tard que la finition du travail empirique sur le terrain. Hughes dit qu'il a été arrêté essentiellement pour deux facteurs: le déménagement de Montréal vers Chicago, qui a un petit peu paralysé ses travaux, et ensuite l'arrivée de la guerre, donc, qui a fait que son ouvrage a été très longtemps retardé. Voilà qui est dit. Alors, ce qui est intéressant en particulier quand on arrive sur Drummondville, je vais peut-être aussi évoquer tout de suite ceci, avec la petite anecdote tout de suite, qu'on retrouve dans l'édition 1943 à l'université de Chicago, et l'exemplaire donc disponible auprès des étudiants avait été très vite annoté et commenté par les étudiants, qui ont effectivement percé à jour assez rapidement la véritable identité de la ville en question, puisque vous avez Cantonville barré et remplacé par Drummondville dans cet ouvrage annoté. Donc on retrouve un petit peu effectivement l'idée que c'était devenu assez rapidement un secret de polichinelle, que Hughes avait fait son terrain à Drummondville au Québec. Donc voilà pour les petites annotations. On rajoute aussi la géographie avec les positions cardinales sur la map of Cantonville. Je pense que le reste, effectivement, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Chose évidemment qu'on ne doit pas oublier et qui est peu en évidence, je dirais, quand on a l'ouvrage entre les mains, c'est un travail collectif avec sa femme. C'est Helen McGill et Everett Hughes qui ont mené le travail empirique sur le terrain. Helen McGill était une doctorante de Parc, elle a achevé son doctorat avec lui dans les années 30. Et donc avec son époux, elle a mené une étude systématique donc, dans le travail de terrain de Drummondville au Québec. C'est peu souligné, je trouve, peu suffisamment mis en évidence. Hélène McGill était consciente de ça, elle a écrit d'ailleurs un très bon article sur la place des femmes en sociologie, souvent une place qui a été gardée en coulisses dans un cadre un petit peu de domination masculine assez longtemps. Donc elle a écrit un article assez amusant sur cette dimension-là. Et le fait qu'elle ait longtemps été la collaboratrice de son mari, donc sans pouvoir être reconnue à part entière. Alors, quand on vit de Drummondville, pour rentrer maintenant de plein pied dans cette étude de terrain, première chose à savoir,
et je dirais contrairement au mythe qu'on a sur l'école de Chicago, Hughes ne cherchait pas à tout prix à faire une enquête de terrain au Québec. Il avait l'idée d'étudier le Canada français, mais pas forcément de faire une monographie sous une forme de recherche empirique d'observation sur le terrain. Il y est venu progressivement, mais je dirais par un processus d'imprégnation progressive avec la culture canadienne-française. Première phase de ce processus, pour lui comme pour sa femme, apprendre le français. C'est ce qu'il fait à Montréal, en engageant notamment un étudiant de l'Université de Montréal pour donner des cours. Et donc ils suivent des cours de français, puis progressivement ils sortent dans la ville, ils vont au cinéma français, ils sortent dans les quartiers français pour s'imprégner progressivement de la culture canadienne-française. Leur milieu à McGill et plus généralement était un milieu anglophone, donc il fallait un petit peu briser l'étanchéité de ce milieu-là pour s'intéresser au Canada français. À noter aussi le fait que les Hughes étaient tous les deux tout à fait reliés, surtout via la femme de Hughes, au mouvement féministe au Canada. La belle-mère de Hughes était une féministe très connue dans le monde anglophone, était une amie aussi de Thérèse Casgrain. Donc les Hughes étaient liés à Thérèse Casgrain, ce qui est aussi un point important, on va dire, aussi de leur relation avec le Canada français. Alors, petite anecdote par rapport à ça, quand Hughes visite Horace Miner à Saint-Denis de Kamouraska sur le terrain, lui et sa femme en tout cas, emportent dans sa valise toute une série de littérature féministe à distribuer sur place à Saint-Denis pour évidemment édifier la population locale sur la domination masculine. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, leur terrain leur est venu comme ça, un choix statistique au départ préalable pour essayer de trouver cette communauté qui serait une ancienne communauté, une ancienne ville canadienne-française avec des activités locales canadiennes-françaises, mais gagnée par le processus d'industrialisation et avec l'arrivée d'industries anglo-saxonnes, qu'elles soient anglaises, qu'elles soient canadiennes-anglaises, qu'elles soient américaines. Donc une ville qui est en changement, avec une révolution intérieure qui est apportée par l'industrialisation et l'arrivée d'un patronat extérieur à cette ville, qui bouscule un petit peu les élites locales francophones, en particulier les anciennes élites de Drummondville, qu'elles soient les anciennes familles anglophones ou les anciennes familles francophones. C'est cette ville-là qu'il cherche, et sur base statistique, il décide alors, lui et sa femme, de prendre la ville de Drummondville pour en faire l'étude. Alors, leur arrivée sur place, c'est probablement daté de 1937, c'est ce que semblent dire la plupart des commentateurs. C'est peu précis souvent dans l'ouvrage et dans les archives de Hughes. Il arrive sans doute pendant l'hiver 1937 à Drummondville avec sa femme, et il décide d'y vivre. Il n'est pas précisé combien de temps ils y ont vécu. À mon avis, ils y sont restés quelques mois, pas une année entière, et ils sont revenus en plusieurs phases par la suite dans Drummondville. Mais ce n'est pas, on va dire, si on se base sur des critères sociologiques, anthropologiques de terrain de longue durée, un très très long terrain d'études de Drummondville. C'est un terrain qui est convaincant pour l'époque, mais qui n'est pas un terrain, on va dire, systématiquement poussé. Il est toujours professeur à McGill, donc effectivement, il a sans doute des cours à donner. Et donc, je pense, et ça se lit quand vous lisez l'ouvrage, ça se sent qu'une étude plus systématique sur le plan du terrain aurait pu être menée sur certains aspects de la vie à Drummondville, et on sent un manque de finition dans certaines observations par rapport à Drummondville des Hughes. Alors il décide de vivre à Drummondville dans une famille française, canadienne-française, et de vivre complètement en français, donc en s'isolant par rapport au cercle anglophone et en s'imprégnant vraiment donc, de la société canadienne-française. Alors, pour Hughes aussi, comme il l'écrira Guy Rocher par la suite, étudier Drummondville, on pourrait dire que c'est une sorte de métonymie pour étudier un phénomène plus large en termes de relations ethniques et de relations de classe. Voilà ce qu'il dit à Guy Rocher. Dans de nombreuses villes, il y a une relation malaisée entre l'ancienne élite et la nouvelle. Mon étude de Cantonville m'a alerté sur ce phénomène. Je suppose que le vrai problème est celui-ci. Comment les différences ethniques affectent-elles la tension entre l'ancien et le nouveau, le local et l'itinérant, les élites dans des situations dans lesquelles de nouvelles sortes d'industries arrivent en ville? Et comment tout cela affecte-t-il les relations entre le patronat et les travailleurs? Donc il y a tout un programme de recherche sociologique autour de la question de Drummondville qui pose la question des relations entre classes sociales, qui pose la question de l'industrialisation, qui pose la question des relations ethniques. Donc effectivement, au-delà de cet aspect d'une monographie de Drummondville, on a toute une sociologie intéressante sur le plan ethnique et sur le plan des questions de classe sociale.
Alors on l'a souvent souligné, il y a aussi une inspiration qui est liée à Redfield, puisqu'il y a qui va être souvent critiqué dans la controverse ensuite, notamment avec Philippe Garrigue, l'idée du continuum entre le rural et l'urbain, et donc de partir d'une idée de recherche de Redfield qu'il utilisait au Yucatan pour l'appliquer au Canada français, ce qui a été contesté par certains auteurs comme Garrigue par la suite, et défendu par d'autres auteurs comme Marcel Rioux, donc il y a eu une certaine controverse là-dessus. Alors l'étude de terrain donc, à Drummondville est menée durant cette période-là, je reviens juste plus tard sur une petite anecdote là-dessus. Après l'achèvement de ce travail de terrain, je dirais que la relation de Hughes avec le Québec ne va pas s'arrêter là. Ce qui est intéressant aussi, plus généralement, c'est que cette relation avec le Canada français se faisait aussi sous la forme des loisirs, puisque Hughes, durant la plupart des années 30, passe aussi ses vacances au Canada français. Il y en a même faire un séjour en camping dans l'Ontario du Nord et au Québec. Donc je pense assez peu connu dans la biographie de Park, pour étudier notamment quelles communautés sont les plus sous l'influence des influences anglo-américaines. Alors 1938, c'est un point vraiment qui est un point tournant dans la carrière de Hughes, puisqu'effectivement il doit quitter Montréal à cette époque-là. Son problème est que sa carrière à McGill est complètement gelée. Il ne reçoit pas d'avancement, il ne reçoit pas d'avancement en termes de salaire non plus. C'est la Grande Dépression, donc les autorités de McGill ne sont pas enclins à augmenter les salaires des assistants professeurs. Il est bloqué. Il reçoit une proposition de Chicago qui est de revenir au même statut, assistant professeur à Chicago, mais avec un salaire un peu plus intéressant, et il décide de quitter Montréal. Alors ce sera quand même une déception pour lui, puisqu'il doit arrêter son programme de recherche sur le Canada français, qui est inachevé. Il a terminé son étude de Drummondville, et en même temps, il y avait cette perspective plus large d'étudier Montréal, éventuellement d'étudier d'autres communautés, par exemple les communautés qu'ont trouvées ces villes champignons qui étaient nées avec certaines industries au Québec. Donc il y avait une continuité qui pouvait être faite qui ne pourra pas avoir lieu par la suite. Donc il retourne à Chicago, et donc il doit arrêter dans ces conditions-là son programme de recherche sur le Canada français, à son grand regret. Il dit « J'ai toujours regretté beaucoup que ce plan n'a pas pu être mis en œuvre ». Alors il part pas sans, on va dire, un petit peu claquer la porte à McGill, puisqu'effectivement on lui refusait une avance de salaire, on lui refusait aussi de la promotion. Il a fait un petit peu d'agitation, puisqu'il a aussi dressé ses étudiants contre les structures académiques à McGill. Il a un petit peu excité ses étudiants avec qui il avait une excellente relation. Et il a fait le tour des assistants professeurs pour lancer une pétition pour donner plus de pouvoir aux assistants professeurs. Et les pauvres assistants professeurs étaient complètement timorés à l'idée de signer cette pétition et de participer donc à ce mouvement de rébellion contre leurs autorités. Il quitte McGill dans ces conditions-là pour retourner donc à Chicago. Sa relation avec le Québec ne prend pas fin évidemment donc en 1938. Elle reste une relation profonde, notamment ses vacances au Québec et les relations avec tous les sociologues qu'il a formés, que ce soit à McGill ou à Laval. Donc c'est une relation de longue durée. Et une relation aussi avec des amis qu'il a conservés dans d'autres secteurs, comme par exemple le peintre Lemieux. Effectivement, Simon Langlois l'avait souligné de nouveau dans la biographie de Falardeau. Il y a une relation d'amitié avec Lemieux qui est très longue, qui donne des choses très intéressantes aussi dans un très très beau mémorandum que Hughes a écrit à Falardeau en 1979, donc vraiment à quelques années de sa mort, où il explique sa relation avec le Canada français. Il dit notamment de Lemieux ceci, une belle image. Il dit qu'il a connu donc Lemieux comme jeune peintre. Il nous dit que c'est un peintre de la désillusion, disappointment. C'est un peintre des choses qui ne vont pas très bien. Et il décrit 2 toiles de Lemieux, que je ne suis pas parvenu à retrouver, donc si vous pouvez effectivement collaborer à m'aiguiller sur ces 2 fameuses toiles que je ne retrouve pas. Une toile qui représente la famille québécoise typique d'époque, c'est-à-dire une famille dans laquelle un des enfants est un curé, donc est entré dans l'église, et c'est un curé sans doute malchanceux, nous dit Hughes, quelqu'un qui n'a pas réussi, et il voit là-dedans cette image sociologique de l'échec de cette période où les familles systématiquement envoyaient leurs enfants soit vers les professions libérales via le collège, soit vers l'Église. Quelque chose commence à craquer là-dedans, et l'insatisfaction de ce prêtre qu'on voit sur la peinture de Lemieux est analysée sociologiquement par Hughes, qui est une très belle image. L'autre image que vous apprécierez sans doute plus modérément, est une image de Québec écrasée par les bombes, par Lemieux, qui effectivement nous éloigne assez fort de l'image typique de carte postale de la ville de Québec,
Donc 2 toiles le mieux analysées par Hughes, effectivement. Si vous pouvez me les retrouver, je serai tout à fait demandeur. Alors, développement plus tardif sur le French Canada, effectivement, c'est la période sur laquelle la jonction peut s'opérer avec ceux qui étudient l'histoire du département de l'Université de Laval, du département de sociologie et donc de l'école des sciences sociales au départ. C'est l'année où Hughes vient pour enseigner comme professeur invité par le père Lévesque en 1942-1943 dans l'ancien site de l'Université Laval. Pour la petite histoire, il habitera, que je vous retrouve ça sur une autre, ça j'ai pas eu le temps, je le ferai ensuite, il habitera ici, j'ai pris la photo Google de la rue Haldimand, dans le centre de Québec, donc c'est là qu'il loge pendant son séjour à l'Université Laval, donc où il enseigne pendant une année. Alors, il enseigne un cours sur Race and Culture Relations. Je n'ai pas la traduction française de ce cours. Et ce qui est intéressant comme petite anecdote aussi, c'est 2 versions différentes. Je dirais, Hughes souligne les réticences des autorités de l'université à engager un professeur protestant. Donc, effectivement, dans une université qui reste une université catholique, l'idée qu'un professeur, pour la première fois, comme les connexions avec la France sont brisées depuis la guerre, arrive des États-Unis et du monde protestant pour y enseigner, au point que, selon Hughes, on lui a refusé le financement, donc aucun financement venant de l'université pour sa venue, et le financement vient de Rockefeller. Pour le père Lévesque, de manière peut-être plus diplomatique, le cardinal Villeneuve a complété le financement de la fondation Rockefeller pour que Hughes puisse venir enseigner à l'université Laval. Donc on a 2 versions différentes sur cette arrivée de Hughes dans ces circonstances-là. Alors il faudrait insister, mais effectivement Simon Langlois l'a fait mieux que moi, sur la relation avec Falardeau ici, son élève Falardeau, qu'il a rencontré à l'été 1939 à son ancien bureau de McGill, et Falardeau donc va connaître Hughes ensuite. Il est un jeune collègue de Hughes à l'époque où Hughes enseigne à l'université Laval, tout jeune collègue, pas encore docteur, il ne le sera donc jamais entre guillemets puisqu'il n'achèvera pas le doctorat qu'il a commencé avec Hughes, mais il aura un doctorat sur travaux. Donc la relation avec Falardeau est l'héritier de Hughes à l'université Laval, la tradition de recherche de Hughes, la tradition du travail de terrain, le plan d'étude d'une ville découpée en quartiers, toute une série de choses qui sont inspirées de Chicago. Falardeau va les appliquer ici, et en particulier, j'insisterai juste sur ce point, l'idée de l'émancipation. Je dirais que sur le plan, j'ai été profondément saisi et fasciné par les textes que j'ai pu lire de Falardeau depuis mon arrivée. En particulier, je dirais le courage personnel de Falardeau, à l'époque où il était désigné comme le vilain petit canard par les autorités de l'époque, en particulier aussi comme l'était le père Lévesque, dans les difficultés qu'ils ont pu avoir avec l'Union nationale. Et donc là, on peut sentir véritablement une tension, une pression qui est mise sur Falardeau comme sur Lévesque. Et il y a un certain courage, je dirais, sur le plan personnel et sociologique, à construire la sociologie comme science d'émancipation dans ces conditions-là. Alors, effectivement, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette petite historique sur Hughes et le French Canada. Combien de temps reste-t-il ici ? On va faire 20 minutes. 20 minutes, fantastique. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a parfois présenté Hughes comme une sorte de saint patron de la sociologie canadienne. Je dirais plutôt de la sociologie canadienne anglaise que de la sociologie québécoise. Et il a parfois été même pris pour un sociologue canadien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que certains sociologues américains, connaissant mal Hughes, le prennent pour un sociologue canadien. L'héritage de Hughes en lui-même est essentiellement, à cet égard, problématique, je dirais qu'il a beaucoup disparu derrière l'ombre qu'ont laissé ses plus brillants étudiants, en particulier Goffman, Becker, Fridson, Strauss, etc. Et on a perdu un petit peu de vue leur maître. Dans ce cadre-là, effectivement, il est intéressant de redécouvrir Hughes, et notamment cet ouvrage qui est devenu une sorte de classique de la sociologie canadienne, classique discuté, comme on le verra peut-être brièvement par la suite ou dans les questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement aussi les vicissitudes de l'édition française. Alors, French Canada in Transition sort en 1943, auprès de l'Université de Chicago et dans une maison d'édition canadienne. Très vite, il est traduit par Falardeau, en 1945, pour une maison d'édition québécoise qui fait faillite, si mon souvenir est bon. Donc très vite, l'ouvrage devient complètement introuvable, et donc c'est peut-être une non-rencontre des deux mondes
entre l'ouvrage de Hughes et le public québécois, puisque l'ouvrage devient vite indisponible et il faut attendre les années 70 pour la réédition de la traduction française de l'ouvrage. Réédition par contre de l'ouvrage américain en 1963, avec une nouvelle préface de Nathan K. Fitz, et donc dans ce cadre-là, Hughes exprimait, on a dit que le bouquin effectivement avait eu du succès, il s'est quand même vendu très lentement sur les 20 années, donc il a eu un démarrage assez lent, et en même temps, Hughes disait que l'envol du bouquin, c'est vraiment les années 60. Parce qu'on est dans une période de crise au Québec, on est dans une période de tension exacerbée, et dans ce cadre-là, l'intérêt de l'ouvrage devient extrêmement vif au Québec à ce moment-là, tant du côté anglo que du côté francophone. Et là, on retrouve un intérêt pour French Canada in Transition, puisqu'il se vend, nous dit Hughes, beaucoup plus en quelques années qu'il ne s'est jamais vendu en 20 ans pour l'édition anglaise. En particulier sur le plan des relations ethniques et sur le plan des relations de travail dans le monde industriel, où là, effectivement, Hughes a laissé des clés d'analyse qui me semblent toujours intéressantes aujourd'hui pour comprendre ce qui est en train de se nouer en termes de tensions et de conflits entre les deux publics. Alors là, j'avais prévu, mais j'ai sans doute eu beaucoup trop d'appétit, une analyse un peu serrée de French Canada in Transition par le menu. Je vais parcourir avec vous juste quelques éléments peut-être les plus intéressants de cet ouvrage, dans sa version traduite canadienne-française de 1945. Juste en insistant sur un point pour commencer, si vous êtes amené à le lire, il faut vraiment penser au fait que pour décoder cet ouvrage, les 4 grilles d'analyse sociologique typiques d'Everett Hughes sont mobilisées. Ces 4 grilles-là, c'est la sociologie des institutions, la sociologie des relations ethniques ou raciales, la sociologie des occupations, du métier, et le travail de terrain. Ce sont les 4 grandes zones d'analyse sociologique d'Everett Hughes que vous retrouvez dans son maître ouvrage à mes yeux qui est son recueil de Sociological Eye. Et donc on a vraiment là les 4 angles par lesquels on retrouve dès French Canada in Transition une analyse de la société canadienne-française, sur tous ces plans, nous et entre eux. Très belle introduction, je dirais, bel avant-propos, dans lequel Hughes, dès le départ, nous présente les Canadiens anglais et les Canadiens français comme des jumeaux bivitellins, génétiquement différents et rivaux dans l'encombrement d'un même sein. Donc c'est vraiment une image assez frappante, qui amène effectivement à penser l'évolution de ces relations conflictuelles par la suite. Alors, juste insister aussi sur le fait, quand on lit French Canada in Transition, qu'on n'y a pas une critique, on va dire, radicale ou de type marxiste du processus d'industrialisation du capitalisme, mais Hughes, quand même, je dirais, pour tout ce qu'il analyse et pour tous les camps qu'il examine, est sans concession. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complaisance dans cet ouvrage envers aucune chose, et le capitalisme qu'il examine, qu'il a qualifié de capitalisme extrême, entrant au Québec. Donc c'est non sans tension et friction locale, évidemment, que ce capitalisme se met en place. Ce qui est intéressant aussi globalement, c'est que sa ligne d'action, c'est qu'il ne faut pas étudier le problème, en tout cas aux yeux des Anglo à l'époque, canadiens-français, il s'agit d'étudier le problème global, c'est-à-dire les relations ethniques entre Canadiens anglais et Canadiens-français dont ils sont partis d'un tout. Ça a toujours été son leitmotiv pour l'étude des relations ethniques. On n'étudie pas, ce qui serait un petit peu la paille dans l'œil, le problème que pose un groupe ethnique, mais l'ensemble des relations que constituent ces groupes ethniques entre eux, donc le tout qu'ils forment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien posé dès le départ. Alors, il y a quand même des choses assez dures dans l'ouvrage qui, on l'y a dit souvent, nourriront quand même, quelles que soient les réticences qu'on a pu avoir du côté peut-être plus nationaliste sur l'ouvrage de Hughes, nourriront notamment le combat politique nationaliste en donnant du grain à moudre, c'est-à-dire en fournissant des éléments factuels sur ce que Hughes appelle clairement une domination sur place, et ce qu'il appelle ailleurs dans l'ouvrage une expansion coloniale, donc en Canada français. Donc effectivement, vous voyez, il est sans concession, ni sur certaines choses canadiennes-françaises, ni sur certaines réalités canadiennes-anglaises, et il y a vraiment de chaque côté des armes qu'il va fournir, on va dire, au bon lecteur, sans qu'on ait, on va dire, à mettre cet ouvrage à l'index directement du côté catholique. Alors, ce qui est intéressant, on le dit aussi d'emblée, c'est que c'est l'étude faite effectivement par un outsider. Il le dira à plusieurs reprises, c'est l'étude d'un outsider sur la société québécoise, et donc c'est pour ça aussi qu'elle est intéressante. Alors, je vais passer beaucoup plus vite sur certains chapitres ici, mais juste, je ne résiste pas au plaisir de cette anecdote-là que je voulais vous montrer. Petite blague annotée par les étudiants de l'Université de Chicago dans l'édition américaine que vous trouvez là.
erreur commise sans doute par Hughes en 1943 dans l'ouvrage, il nous dit notamment que la plupart des curés sont célibataires. On peut apprécier cette petite coquille corrigée directement par les étudiants de l'Université de Chicago. Je suppose qu'elle a été corrigée dans l'édition canadienne-française et dans les éditions suivantes. En tout cas, voilà pour la petite anecdote que je voulais vous montrer là-dessus. Bon, ça je vais insister un petit peu plus loin sur ceci. Survoler rapidement quelques chapitres. Drummondville, c'est quand même effectivement le côté saisissant de voir une ville originellement de 2000 habitants se transformer en une ville effervescente de 20 000 habitants. Donc 4600 qui sont alors dans l'industrie, en particulier dans le textile. Alors comme le dit Hughes, c'est une industrie qui est essentiellement britannique ou américaine d'origine. L'essor est dû à un barrage voisin, on peut le voir effectivement un peu plus loin ici, avec la centrale de la Southern Canada Power Company. Donc l'essor industriel de Drummondville est assis à ce barrage. 9/10 de la population est canadienne-française en 1911, avec une disparition progressive des fondateurs canadiens-anglais, qui commencent plus ou moins à disparaître dans le paysage. Les anciennes familles qui ont donné les noms des rues principales de Drummondville, rue Hériot, etc., sont des familles qui disparaissent plus ou moins dans un monde qui devient de plus en plus canadien-français, mais l'arrivée aussi des nouveaux venus, c'est-à-dire le patronat anglais, canadien-anglais, américain, des nouvelles industries, et en particulier aussi leurs ouvriers spécialisés, leurs contremaîtres, toute une série de personnels de langue anglaise qui arrivent à Drummondville et qui fait sextupler la population anglaise de Drummondville à cette période-là. Alors, les institutions typiques que Hughes décrira, évidemment, c'est notamment l'église anglicane Saint-Georges, qui est appelée Saint-André dans l'ouvrage, l'église catholique Saint-Frédéric, qui est appelée Saint-Luc dans l'ouvrage, et effectivement tout ce qui se construit autour, les écoles, le rôle de la paroisse, etc. La description aussi des rivalités politiques qui est intéressante, qui je dirais relève plus peut-être de l'histoire sociale quand on relit French Canada in Transition aujourd'hui, entre la faction qui, nous dit Hughes, c'est dans la manche du curé, un curé qui entre parenthèses sera un ami personnel et qui va rester un ami après son étude de terrain, et la faction libérale, donc avec les rivalités politiques classiques sur place entre les deux factions. Et ce qui nous dit aussi des relations entre anglo et franco, des relations bienveillantes et surtout diplomatiques entre les vieilles familles, anglophones et francophones, avec notamment l'idée de l'alternance sur le maire. On nomme un maire canadien-français, canadien-anglais au départ pour la localité. Alors, on va passer un peu plus là-dessus. Pour en arriver plus loin sur oui, les grandes industries de Drummondville, que je peux passer brièvement ici aussi. Ces nouveaux arrivants, c'est effectivement ces types d'industries-là qu'on retrouve, la Butterfly Osieri, donc les industries notamment du textile qui arrivent à cette époque-là, la Célanaise, qui n'est plus connue, et deux exceptions canadiennes-françaises, dont la fonderie Gosselin que vous avez là. Donc l'essentiel du patronat est anglophone, et deux patrons par exception sont francophones, dont notamment aussi, je pense, un patron alsacien qu'on retrouvait du côté canadien-français à ce moment-là. Oui, quelques petits points intéressants aussi qu'on peut retrouver là-dessus. Dans, je dirais, son étude des relations ethniques sur le plan du travail, il a aussi des positions hiérarchiques dans le travail. Hughes constate assez rapidement que les Canadiens français sont réservés aux rangs les plus subalternes, donc du travail industriel. Ils ne peuvent pas accéder plus haut en raison des stéréotypes. Des stéréotypes que Hughes va vraiment par la suite étudier et systématiser, notamment dans son étude dans The Sociological Eye, l'étude notamment des stéréotypes dans son très bel article « Dilemme et contradiction de statut ». Il s'intéresse en particulier aux stéréotypes sur les Canadiens français qui nous disent qu'ils sont éventuellement très bons comme ouvriers de base, mais qu'ils ne peuvent pas monter plus haut, éventuellement parce qu'on aurait des difficultés, ils sont trop liés à des solidarités familiales, il y aurait des entre-gens familiaux, etc. Donc beaucoup de stéréotypes du côté anglo que Hughes contribue à démanteler, donc autant de grain à moudre de nouveau du côté francophone pour, on va dire, remettre en question une partie des clichés et stéréotypes qu'entretiennent chacun des groupes ethniques sur l'autre. Ce qui est intéressant notamment aussi, c'est qu'il étudie le rôle des jeunes filles de la bonne société canadienne-française de Drummondville, par un souci
de maintien, par un souci de convenance. Elles ne peuvent pas réaliser une véritable ascension sociale par le travail. On les retrouve systématiquement dans des positions de dactylo ou de secrétaire dans ces grandes compagnies anglaises, parce que c'est là que les familles considèrent qu'elles sont dans une occupation qui est convenable, mais qui ne peut pas mener à une véritable ascension sociale par le travail. Donc on voit aussi l'idée dans ces familles canadiennes françaises que le rôle des filles, passées par le couvent, est effectivement de, pour un temps, entrer dans le milieu du travail, mais pas d'y faire une véritable ascension sociale. Donc il analyse très bien ça. Comme il analyse plus généralement aussi, ce qui est très intéressant, l'impasse de la formation traditionnelle, on va dire, en matière d'école au Québec à l'époque, puisque la formation classique qui invitait les jeunes gens des familles à entrer au collège et à devenir éventuellement avocat, par exemple, ou médecin, est complètement engorgée. Ils ne peuvent plus trouver du travail dans ces filières-là. C'est une impasse. Et ils se retrouvent, parce que tout un système contribue à les emmener là, par des soucis de statut aussi, de prestige, embarqués dans des positions qui sont devenues des positions dominées dans des villes qui deviennent des villes industrielles. Au lieu d'aller, par exemple, vers les métiers de l'ingénieur, qui sont complètement déconsidérés du côté québécois alors, notamment parce que l'idée que la salopette, le lieu de travail, etc., le milieu industriel, ce n'est pas convenable. Donc on a quelque chose qui est un décalage entre ce que propose l'institution scolaire alors au Québec et la nouvelle réalité industrielle qui est aussi très bien analysée par Everett Hughes. Alors je vais passer beaucoup plus vite là-dessus parce que je sens qu'on arrive sur la fin. Sur un point qui me paraît tout à fait saillant, et vous allez voir effectivement qui est beaucoup plus propice à faire grincer des dents. Alors je l'ai choisi en particulier parce que vous allez voir, je l'ai dit tantôt, dans son ouvrage Sans concession, des deux côtés, Hughes donne du grain à moudre aux deux communautés ethniques qui veulent faire un véritable travail, on va dire, de compréhension sociologique sur l'autre. En l'occurrence, ce qu'il dit là, sur ce qui est en train de se passer au sein de la jeunesse québécoise, les frustrations au sein de cette jeunesse qui ont amené notamment à l'ultranationalisme, et en particulier à l'essor de l'antisémitisme sur cette période-là, est extrêmement intéressant, très percutant, parfois difficile à entendre. Donc je vais reprendre effectivement ici un petit extrait de son chapitre 14 sur les cérémonies religieuses et patriotiques, où il examine, c'est à l'occasion d'une fête, c'est peut-être la Saint-Jean-Baptiste ou une autre fête, une harangue qui est faite par un jeune avocat nationaliste. Alors, position typique de ce jeune avocat, trop d'avocats dans la ville, donc petites affaires locales, pas une réelle ascension sociale éventuellement par ce métier traditionnel, frustration au sein de la jeunesse, et ces frustrations, vous les sentez extrêmement fort dans ce discours-là, qui est un discours aussi qui est orienté ultranationaliste, et que Hughes qualifie de manière extrêmement ironique comme la pièce de résistance de la soirée, comme vous allez le voir. Alors je vous lis l'extrait de ce discours-là, qui effectivement est assez mordant, assez frappant. Voilà ce que dit le jeune avocat. « Nos pères venaient de France. Ce n'étaient pas des proscrits ni des aventuriers comme en Australie, aux États-Unis et dans le reste du Canada. Notre province a sauvé le Canada de l'invasion américaine et du communisme. Nos politiciens nous ont vendus aux financiers étrangers. Bien que notre ville soit au 9/10e canadienne française, nos rues principales s'appellent Sinclair, Bridges, Holmes, etc. Nous faisons affaire avec les magasins à succursales A&P, Regent et People qui sont étrangers aux Juifs. Aucun Canadien français n'a le droit d'acheter au magasin des non-patriotes. Les Juifs ont le droit de vivre s'ils obéissent aux lois et respectent le catholicisme. Applaudissements. Mais ils devraient être nos serviteurs, pas nos maîtres. La vraie place pour eux est en bas, au pied de la côte, à la limite de la ville. Comme Schwartz, le bonhomme qui vend des pots et de la ferraille. Pas dans les plus beaux magasins sur la rue principale. Rire. Il y a un homme qui administre le gros hôtel de l'autre côté, juste de l'autre côté, montrant l'hôtel, qui ne parle pas français. C'est une injure pour nous. Acheter au Bazar Adrien une entreprise réellement canadienne-française et éviter les autres magasins qui vendent les mêmes marchandises. Harangue du jeune avocat nationaliste, comme on le voit effectivement d'un antisémitisme assez clair, commenté immédiatement par Hughes en ces termes-là, vous apprécierez, après ce régal de musique et d'éloquence, la foule se mit à descendre la côte, etc. On voit effectivement que le ton de Hughes est extrêmement ironique, voire très mordant, mais, comme j'ai dit tantôt, sans concession pour n'importe quel groupe ethnique. Donc à chacun d'en tirer éventuellement des instruments de travail pour que ce soit sur le plan sociologique ou politique. Effectivement, ensuite, il y a cette analyse de sa part du chauvinisme antisémite et ultramontain, auquel il répond, on va dire, plus loin dans l'ouvrage, notamment en montrant que le jeune avocat qui vient de tenir cette harangue
est quand même habillé des derniers vêtements à la mode qui sont produits par une compagnie à succursale, ce qui ne dérange apparemment pas quand il s'agit d'être habillé sur 131. Donc on a effectivement, non sans ironie, une réponse du berger à la bergère de Hughes sur ces questions, et une analyse extrêmement lucide dans le dernier chapitre qui pour moi est un des meilleurs, et qui s'appelle « À la recherche d'un bouc émissaire », qui est pour moi effectivement de la même qualité sur le plan théorique que l'ouvrage de Ghetto de Louis Wirtz, qui est un de ses condisciples à Chicago. On a vraiment une analyse du bouc émissaire. On a, dans le cadre de ces frustrations et de ces tensions extrêmes qui suscitaient au sein de la jeunesse notamment à Drummondville, l'analyse du fait de chercher le bouc émissaire dans l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur, l'ennemi à disposition, l'ennemi au coin de la rue, c'est l'ennemi traditionnel, à ce moment-là pour le catholicisme, c'est le juif. Et donc il y a toute une analyse sur l'antisémitisme qui est alors en position de force, qui est faite par Hughes dans le cadre de ce chapitre-là, et qui est très intéressante, effectivement, et sur lequel il est bon de méditer à l'heure actuelle sur cette période ultranationaliste au sein du Québec. La recherche du bouc émissaire, et plus généralement, en sociologie, l'idée, effectivement, de rechercher le bouc émissaire, c'est un très très beau passage de l'ouvrage de Hughes. Alors, juste plus brièvement, effectivement, insister sur le fait que la préface de 1963, donc dans la réédition de l'ouvrage, Hughes nous signale que l'ouvrage, en français, plutôt que Rencontre des deux mondes, aurait pu s'appeler Jean-Baptiste arrive en ville. Alors j'ai eu du mal à comprendre au début cette allusion-là, étant non québécois et particulièrement laïque, je n'ai pas eu de formation catholique. Jean-Baptiste arrive en ville, effectivement, on peut le comprendre comme ceci. L'industrie arrive en ville et l'ouvrier d'origine rurale québécois entre en ville, comme la fête traditionnelle, la fête nationale québécoise de la Saint-Jean-Baptiste. Il entre en ville et il est soumis au processus de transformation, de changement urbain et industrialisé. Donc on a cet aspect-là qui aurait résumé aussi cette rencontre de deux mondes. J'étais quand même frappé en lisant l'ouvrage. Rencontre de deux mondes, il me semblait quelque part que c'est plus que ça, c'est peut-être une rencontre de trois mondes, ou une rencontre même de quatre mondes au Québec. Deux mondes, pour Hughes, c'est les Canadiens anglais et les Canadiens français, ou, si on veut, le monde rural, le monde industrialisé. On peut le voir ça comme ça. En même temps, derrière ça, quand on analyse un peu Drummondville, et notamment le rôle des anciennes familles anglo qu'on trouvait sur place, l'ancienne élite disparue de Drummondville, il y a trois mondes. Il y a le monde originel des Canadiens anglais fondateurs de la ville, ancienne élite, entrée en déclassement, le monde des Canadiens français qui est la nouvelle élite, et le monde aussi qui arrive de l'extérieur, qui est cette élite industrielle qui arrive des États-Unis, qui arrive d'Angleterre. Donc au final, il y a plusieurs mondes, il y en a quatre à mon avis. Qu'on soit sous l'angle ethnique ou sous l'angle des classes sociales, on a le prolétariat et les classes dominantes, on a les anglos, les Canadiens français, donc quatre mondes entrent en rivalité, en tension éventuellement, à Drummondville, plutôt que deux mondes à mon sens. Alors aussi, très belle présentation par Jean-Claude Falardeau en 1972 pour son édition de l'ouvrage, extrêmement pertinente à mes yeux, notamment la fin. Relisez la fin notamment pour bien repenser. Falardeau était un souverainiste convaincu, il s'est toujours déclaré non sans tension avec Hughes, notamment là-dessus sur le souverainisme, et en même temps il y a une analyse qui est aussi non sans critique d'une certaine tradition nationaliste dans les derniers passages de cette présentation, sur lequel je vous invite vraiment à retourner vraiment de la part de Falardeau. Alors en quelques mots, puisque là j'arrive vraiment sur la fin, Hughes à Laval en 1942-1943, c'est aussi un des souvenirs qui est resté marquant pour le département et pour l'école à l'époque, c'est ceci, qui est ce programme de recherche sociale pour le Québec, sorti en 1943 dans la petite collection à ce moment-là le journal issu de l'école des sciences sociales par le père Lévesque. Alors ce qui est intéressant pour ce programme-là, quand vous le lisez, c'est au départ cette énigmatique référence à Thomas d'Aquin en latin, qui nous dit effectivement ceci, je cite juste la première phrase, et dicit quod quia in moralibus portet incipere, etc., et qui se termine par un éloge de l'abstinence. Donc on peut s'interroger effectivement sur cette longue citation de Thomas d'Aquin au début, qui en même temps est à mon avis une forme de, peut-être soit de concession amicale qui est faite au père Lévesque et à la tradition dominicaine, et aussi à la tradition de sociologie catholique, à la sociologie thomiste,
Donc on a peut-être ce clin d'œil qui est fait par Hughes à son ami l'évêque, et en même temps peut-être aussi une marque typique de l'humour de Hughes, puisqu'effectivement, ce qui est un exposé, quand on lit la phrase de saint Thomas, sur le rôle de l'expérience, sur le fait d'aller rechercher les faits pour comprendre les affaires humaines, se termine quand même par le fait que cela prouverait que l'abstinence est bonne pour l'être humain, parce qu'il en est ainsi. Donc de terminer par ça de la part d'Everett Hughes, connaissant la biographie que je vous ai décrite, c'est sans doute non sans petit clin d'œil ironique qu'il le fait au père l'évêque. Et il y a d'autres traces effectivement de petits clins d'œil ironiques relevés par l'évêque dans ses souvenirs de Hughes, dans les Souvenances, qui montrent le côté polisson du personnage. Bon, je dirais effectivement qu'on peut relire ça. Hughes considérait que ce n'était pas un texte très important. Il dit lui-même effectivement dans ses archives que le texte, à ses yeux, n'est pas quelque chose de très important. Je pense qu'au contraire, ça a été quelque chose de très important pour l'école des sciences sociales à Laval. Je dirais qu'en particulier, d'essayer d'exprimer ce qui constituait le métier de sociologue, et en particulier l'autonomie nécessaire du sociologue par rapport au pouvoir, par rapport à ceux qui peuvent lui commanditer des recherches, et notamment dans ce cadre-là par rapport au pouvoir qui est en place au Québec sur cette période-là, et qui n'est pas sans difficulté, sans tension avec le père l'évêque et avec Falardeau en particulier. Il y a un message de la part du sociologue américain sur le fait que le sociologue puisse travailler en toute indépendance pour la compréhension des problèmes sociaux, qui est un message important, je pense, à relayer vers ceux qui ne connaissent pas encore la sociologie au niveau des autorités canadiennes, françaises de l'époque. Donc c'est un message important, surtout pour que les pouvoirs en place puissent comprendre un peu mieux ce qui doit pouvoir se développer comme école des sciences sociales à Laval, et ce qui effectivement pourra se développer par la suite. Le reste est intéressant. Hughes évoque notamment, en gros, son programme américain, découper la ville en quartiers, les étudiants qui étudient sur le terrain, le rôle de la recherche pour les étudiants graduates, donc vraiment une dimension de travail étudiant, de travail de recherche, comme à Chicago, comme ce qu'il a connu, comme ce qu'il a mis en place aussi à McGill, donc pour les points saillants. En deux mots encore. Un petit point aussi qui est un point amusant là-dessus, qui a dévoilé Drummondville? On peut se poser la question, effectivement. Hughes, de toute sa vie, n'a jamais, par écrit dans ses textes publiés, évoqué le fait qu'il a étudié Drummondville. Il s'est toujours cantonné à Cantonville. Donc poliment, il s'est tenu à Cantonville en fait parce que un des industriels locaux, qui était celui de la plus importante industrie textile, donc ça doit être la Dominion Textile, lui avait demandé de ne pas que la ville ne puisse pas être reconnue. Donc il l'a accepté, elle est devenue Cantonville. Très vite, c'est devenu un secret de Polichinelle. En fait, on a deux sources qui permettent de voir que très vite le secret est dévoilé. En 1945 déjà, donc 2 ans après la sortie de l'ouvrage, dans une revue générale américaine de recension d'ouvrages, sort une recension qui dévoile déjà Cantonville en disant par évidence interne, on peut savoir qu'il s'agit de Drummondville. Donc on est déjà, et encore faut-il se procurer cette revue-là, tout à fait explicitement évoquée en 1945. L'autre piste, c'est la piste québécoise, puisque là, effectivement, le premier à dévoiler Cantonville, Drummondville, parce que je pense que très peu ont eu accès à la source américaine qui la dévoilait, c'est Philippe Garrick, qui peut-être met les pieds dans le plat. En tout cas, Hughes n'appréciera pas vraiment le fait qu'on ait dévoilé sa ville, et dans sa relation compliquée avec Garrick au début, il va avoir une série de tensions là-dessus. Garrick, en 1956, directement dit que Hughes a étudié Drummondville. Donc à partir de là, le fait est connu au Québec et se transmet chez les sociologues québécois, puisqu'on le retrouve ensuite dans l'ouvrage d'Yves Martin et de Fernand Dumont de 1962. On le retrouve systématiquement ensuite publié par Richard Simoneau, par Gérald Fortin, où Drummondville égale Cantonville, et à partir de là, donc, c'est devenu un secret de Polichinelle qui n'est plus maintenu que par certains, et notamment par Falardeau. Donc il y a une pudeur qu'on retrouve chez Falardeau, mais pas forcément chez d'autres sociologues par rapport à Hughes. Alors, effectivement, j'arrivais sur, en 2 mots, conclusion, archives et anecdotes, ça j'aurais peut-être pas le temps de vous les faire, je vais juste les afficher là-dessus, qu'on voit ceci aussi. 1952, je repense aussi pour ceux qui iront voir, la très belle photo de Hughes au symposium qui a été organisé à Québec, à Laval en 1952, notamment avec Falardeau, avec toute une série d'autres, Nathan Kevitz, etc. On voit une bonne photo, effectivement, et ça c'est sa communication, donc la première page de sa communication à l'Université Laval, au début en français puis ensuite en anglais.
mystérieusement. Celle-là aussi, je voulais vous la montrer, effectivement une très bonne lettre de Georges-Henri Lévesque à Hughes, qui rappelle effectivement ce qu'il doit à Hughes sur la fondation, le soutien, on va dire, à l'école des sciences sociales. En particulier, on y revoit aussi, quand on regarde le bas de la page, les difficultés que Lévesque avait avec le courant ultranationaliste, notamment avec Lionel Groux et avec Rumilly. Donc on retrouve effectivement une accointance avec Hughes, notamment sur le plan politique, par opposition à d'autres courants au sein de la vie politique canadienne-française. Je vais terminer par ça aussi, c'est quelques extraits de la correspondance de Hughes avec Trudeau. Alors effectivement, Hughes et Trudeau, ils se connaissent personnellement depuis 1962. C'est pas très tôt, dans le sens où Cité Libre est sorti quand même depuis un certain temps avant. Hughes connaît très bien les gens qui ont commencé à écrire dans Cité Libre, comme Falardeau. Il y a aussi les frères Breton, La Montagne, qui connaît très bien. Donc il y a un très bon réseau québécois. Trudeau arrive un peu plus tard dans ses relations. Hughes veut lui écrire en 1962 via La Montagne. Et donc il y a une première lettre qu'il envoie à Pierre-Éliott Trudeau, où il s'exprime notamment sur la question du séparatisme. S'ensuit un échange de lettres avec Trudeau là-dessus, où c'est assez intéressant de voir effectivement Trudeau qui remercie Hughes pour les analyses qu'il a faites sur la société canadienne-française. Donc on voit vraiment toute une... il nous dit « Sa conférence a contribué à fournir le même genre de pensée stimulante que j'ai toujours trouvé dans vos écrits sur le Canada français. » Et la plus intéressante de ces lettres est certainement celle-ci, en 1969, où Hughes écrit, c'est une lettre très curieuse à Trudeau, parce que, imaginez l'histoire, mais vous l'avez sans doute sous les yeux pour ceux qui voudront la lire, le président Johnson aux États-Unis, à cette époque, donc un peu avant, donc 1969, avait fait téléphoner à Hughes, parce qu'il devait rencontrer le Premier ministre Pearson, invité au Texas, donc dans sa maison personnelle, et il avait fait téléphoner à Hughes pour demander quelle devait être sa ligne par rapport au Canada. Il faut quand même s'imaginer l'entre-gens dont devait disposer Hughes là-dessus, pour donner au président américain une ligne politique sur la rencontre avec le Premier ministre canadien, sur les relations entre les États-Unis et le Canada. Et ce que Hughes conseille, typiquement pour ceux qui ont souvent pris Hughes pour un conservateur ou quelqu'un d'assez aristocratique, c'est assez curieux, ici, ce que Hughes recommande, c'est en fait que le Canada soit l'enfant terrible des États-Unis. C'est-à-dire, au lieu d'être le suiveur éternel, pensez peut-être à la politique actuelle, c'est-à-dire celui qui suit fidèlement les États-Unis sur toute la politique étrangère, qu'il soit l'enfant terrible, c'est-à-dire qu'il prenne le contre-pied des positions américaines, notamment dans les relations avec Cuba, et notamment dans les relations avec la Chine. C'est ça que Hughes écrit à Johnson, fait dire à Johnson, et donc dans sa rencontre avec Pearson. Est-ce que ça a donné des conséquences en termes de politique canadienne-américaine? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, voilà ce qui montre cette interrelation entre Hughes et Trudeau, et plus largement, l'aura dont disposait Hughes sur la vie politique américaine. Mes conclusions, parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Alors en quelques mots, là-dessus, revenir brièvement sur les qualités parkiennes de Hughes que je vous avais décrites tantôt, détachement, terrain, disponibilité aux étudiants. Je pense qu'il les a investis à Laval. Et il les a investis essentiellement via Falardeau. Hughes n'est resté qu'un an à Laval, il n'a pas pu marquer d'une véritable empreinte, à mon sens, et certains l'ont dit d'ailleurs dans l'histoire du département. Laval, comme il a marqué McGill par comparaison, comme il a marqué Chicago, mais il a laissé Falardeau, on va dire, comme héritier, petit-fils de Parc, comme successeur, on va dire, sur ces questions-là, avec les mêmes disponibilités, peut-être éventuellement les mêmes dispositions pour les étudiants, le même sens du travail de terrain, le même détachement par rapport aux questions religieuses et politiques de l'époque. Mais je dirais que l'influence de Hughes a sans doute très vite été contrebalancée par d'autres influences. Le retour de la sociologie française après la guerre, avec les années 60 et l'arrivée d'une nouvelle génération de sociologues, Bourdieu, Touraine, Crozier, etc. Et aussi les influences américaines, avec Parsons, avec Columbia. On peut dire qu'effectivement l'influence de Chicago s'est étiolée, sans doute aussi à Laval comme ailleurs, malgré l'aura dont a pu disposer Hughes. Ensuite, revenir sur la biographie de Hughes et ses qualités. Qualité d'outsider, c'est un outsider qui a fait une étude sur une ville canadienne-française. Je pense que ce qu'il a pu voir et la manière dont il a pu le dire, il a pu le faire en tant qu'outsider. Il aurait été beaucoup plus difficile à l'époque pour un Canadien français. Avant, on allait en Guérin, par exemple, on a des ébauches de ce qui pouvait se faire. Il aurait été plus difficile pour un Québécois de faire une étude de Drummondville à cette époque-là. Après, je dirais que Hughes, effectivement, le dit dans son programme de recherche pour le Canada français,
la main est tendue pour les sociologues québécois pour analyser eux-mêmes leur propre société. Mais il a créé les jalons de quelque chose de suffisamment détaché que pour pouvoir donner une idée de l'étude, dépassionner peut-être de certaines questions dans un cadre quand même où le Canada français a longtemps baigné dans un traditionnalisme qui empêchait peut-être une pleine émancipation de la sociologie. Donc il y a ce ferment peut-être qu'a laissé Hughes dans ce cadre-là. Alors, French Canadian Transition lui-même, l'héritage, je dirais que pour certains historiens dont j'ai vu les recensions, French Canadian Transition, donc ce qu'ils considèrent à l'époque comme sociologiquement dépassé, je me demande d'ailleurs pourquoi, est plus un ouvrage d'histoire sociale. Il dit c'est un très bon ouvrage d'histoire sociale pour comprendre le Québec, mais c'est plus un ouvrage sociologiquement pertinent, mettons. Mais je considère quand même que c'est un ouvrage qui est frustrant par d'autres côtés. Je vous l'ai dit tantôt, je pense qu'un terrain plus long aurait été intéressant. Si Hughes était resté 1 an ou 2 ans à Drummondville en profondeur, French Canadian Transition aurait été une étude encore plus fournie, encore plus saillie, notamment sur le plan de ce qui se passe à l'école, de ce qui se passe au sein des industries observées de l'intérieur comme il l'a fait via ses étudiants comme Donald Roy par la suite à Chicago. Avoir des étudiants à l'intérieur qui observent, c'est autre chose que observé par des témoignages, des entretiens qu'on fait à l'extérieur. Donc là, il y aurait eu une progression qualitative considérable de l'ouvrage qui aurait pu être faite. Et ensuite, ce qui a manqué, c'est le travail des étudiants en équipe. Hughes n'a pas d'équipe à ce moment-là, à Laval, ou de sociologues canadiens-français qui travailleraient avec lui, et qui pourraient nourrir par tout un travail d'équipe collectif comme à Chicago, une étude systématique du Québec et de certaines villes du Québec. Il manquait ça, alors que ça existait à Chicago, pour qu'on puisse réaliser ce programme d'ensemble qui aurait pu être mené par Hughes sur le Canada français. Alors mes conclusions sont celles-ci. Hughes est un sociologue qui est sans doute et malheureusement un peu oublié à l'heure actuelle dans la mémoire collective de la discipline, assez sous-estimé, qui a disparu dans l'ombre projetée par ses étudiants, comme j'ai dit tantôt, Becker, Goffman, Strauss, Freitzen, Gans. Mon propre compagnonnage intellectuel avec Hughes et avec ses travaux me conduit au contraire à une véritable fascination pour l'homme. Comme je l'ai retrouvé pour Falardeau. En lisant des textes de Falardeau, j'ai senti vraiment cette même sympathie pour le travail intellectuel mené par Falardeau, notamment dans l'idée de la mission. On est dans une période où la sociologie, dans une période de crise de recrutement, parfois pour les étudiants, l'idée d'une mission, d'une véritable vocation pour la sociologie, du travail collectif mené professeurs et étudiants pour explorer la société est une idée qui a été inventée à l'époque et qui a été cruciale pour l'engouement pour la sociologie. Cette idée-là, et Hughes en était profondément porteur. Et c'est avec cette idée-là qu'il est venu au Canada français. Et voilà, je vous remercie pour votre patience. Merci. Alors, merci. Merci pour cette exposé tout à fait passionnant. Là. Alors, la parole est à vous pour quelques questions. Nous avons quelques minutes quand même. Je voudrais pouvoir questionner sur la vision. Est-ce que Hughes a gardé toujours une vision du rural et de l'urbain, une espèce de séparation, une séparation théorique mais réelle dans l'observation, ou est-ce qu'il s'est rallié une idée différente que peut-être l'urbain s'immisçait dans le rural et le rural disparaissait? C'est cette deuxième idée pour moi. Je pense que Garrigue l'a mal compris. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on a reproché à Garrigue, notamment Rioux ou Falardeau. C'est une lecture peut-être inattentive de French Canadian Transition, en disant que Hughes avait opposé succinctement le rural et l'urbain. Ce n'est pas comme ça dans French Canadian Transition. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus fin sur l'interpénétration. Il faut penser par exemple aux ouvriers qui sont d'origine rurale, qui viennent d'arriver en ville, qui arrivent d'ailleurs avec toute leur tradition d'habitat. La cuisine traditionnelle est répliquée dans des petites maisons au centre de la ville, où on retrouve vraiment un mode de vie rural embarqué dans un mode de vie industriel plus large. Donc c'est beaucoup plus fin comme analyse des imbrications entre le rural et l'urbain et l'industriel. Il y a quand même des images assez pittoresques, Hughes qui nous présente notamment l'image dans une ville aussi industrialisée d'une vache qui revient toute seule des labours et qui traverse la rue principale. Télescopage entre le Drummondville d'autrefois et le Drummondville actuel avec les grandes industries et les grèves notamment dans l'industrie. Donc c'est beaucoup plus fin que ce qu'on a souvent dit, notamment du côté des analyses de Garrigue. D'ailleurs Garrigue a été le premier à se remettre en question dans un article par la suite en revenant un petit peu et en accordant des fleurs, on va dire, à Hughes sur son analyse dans French Canadian Transition. Voilà, pour vous répondre. Vous avez dit que
Hughes a surtout étudié les relations ethniques et les relations de classe. Il a choisi Drummondville parce que l'industrie s'y était implantée. Et moi qui travaille sur le Canada français, mais en Nouvelle-Angleterre, je me demande, est-ce que Hughes s'était intéressé aux communautés canadiennes-françaises qui, elles, sont allées à la rencontre de l'industrie, donc dans le sens inverse finalement? Parce que vous disiez qu'il semblait avoir un programme de recherche qu'il n'a jamais complété, mais à travers vos recherches dans les archives, est-ce que celui-ci avait été tenté par une analyse du Canada français en Nouvelle-Angleterre? À ma connaissance, en Nouvelle-Angleterre, je ne pense pas. Le problème sur Hughes, c'est qu'il exprimait notamment, à plusieurs reprises, il a voulu revenir au Québec. Il a voulu revenir pour terminer en fait ce qu'il avait commencé. Il voulait revoir French Canada in Transition en édition révisée, il ne l'a jamais fait, en y incluant des choses qu'il n'avait pas mises à l'époque. Ou refaire, ça lui aurait demandé de retravailler une nouvelle étude, éventuellement de Drummondville ou du Canada français, toujours en transition, comme il disait. Je ne pense pas qu'il s'est intéressé aux francophones de Nouvelle-Angleterre sur ce plan-là. Ce qu'il aurait éventuellement fait, comme j'ai dit tantôt, c'était plus s'intéresser aux villes minières du Canada français, donc les villes champignons qui avaient émergé avec l'industrie, mais on est toujours dans la même logique, industrie venant de l'extérieur, d'importation anglo-américaine et ouvriers francophones. Il y a quelques petits éléments dans French Canada, notamment aussi sur les Canadiens, les Américains français, donc, les Acadiens si on veut, arrivés comme main-d'œuvre aussi à Drummondville et dans leurs relations tout aussi compliquées avec les Canadiens français et avec les Canadiens anglais. Mais à part ça, effectivement, je ne pense pas qu'il ait travaillé cette question, ni à Brandeis, ni à Boston dans la suite. Il était un homme aussi qui aimait bien rebondir sur différentes questions sociologiques, et par la suite, on l'a vu sur de toutes autres questions, comme par exemple Boyce in White avec Becker et d'autres études, on voit que ça gagne de possibilités de l'ordre de la grande curiosité, pas uniquement d'une focalisation sur le Québec. Mais il avait cette intention de revenir un jour sur le Québec de façon systématique qu'il n'a jamais réalisée. Et il le dit notamment dans un courrier à la montagne, qu'il a envie de revenir, mais qu'il n'aura pas l'occasion de pouvoir le faire. C'est d'une non-réponse, malheureusement. Donc. Oui. Vous disiez qu'il aurait aimé, donc, s'il était resté plus longtemps à McGill, par exemple, dans son continuum, aller jusqu'à étudier Montréal pour vraiment ce qui est urbain. Est-ce qu'il a pris des notes sur son passage à McGill? Est-ce qu'il a écrit des lettres? Est-ce qu'on a une description de sa part de Montréal? On a les souvenirs de ses étudiants, on a les souvenirs de Solomon, on a les souvenirs de Swalt Hall, donc il y a des choses sur le Hughes à McGill. On a le chapitre sur Montréal qui est très court et assez, je dirais, succinct sur Montréal dans French Canada in Transition. On a aussi ce qu'il a poursuivi à Montréal par la suite sur le bilinguisme. Donc quand il est revenu sur place dans les années 60 pour étudier le bilinguisme, il a aussi étudié la structure ethnique du travail à Montréal. Donc il a fait des choses encore par la suite qui sont peut-être moins accessibles facilement que les ouvrages dont j'ai parlé, mais dont vous pouvez trouver trace, mais rien de systématique, on va dire, sur Montréal à ma connaissance. Le reste, effectivement, le problème, c'est que beaucoup de ces archives se sont perdues. On a des archives qui sont centrées sur Chicago, sur Brandeis, et pas tellement sur McGill et sur son époque canadienne. Ça, il reste peu de choses comme témoignage, malheureusement. Vous avez dit qu'il est venu à l'Université Laval sous financement de la Fondation. Rockefeller. Ouais, quelle était la raison cette fois-ci du financement? Deuxième raison, connexion personnelle dans Rockefeller. Quelqu'un à Rockefeller lui a demandé s'il aimerait étudier quelque chose au Québec. Et effectivement, on lui a proposé une sorte de carte blanche, donc de nouveau entre genres, relations. Et il a décidé de retourner pour ça. Ce qui repose la question, et là peut-être que Simon pourra me répondre, comment est-ce que Hughes a rencontré l'évêque? Quand et comment? Je me suis demandé, je n'ai pas de réponse à ça, je n'ai pas de réponse dans les archives. Il l'a probablement rencontré à la fin des années 30. Peut-être que l'évêque était à Montréal à l'époque où il essayait infructueusement d'y faire une école qu'il était bloqué par Mainville. Peut-être qu'il y a eu une rencontre à ce moment-là avec Hughes. Donc, qu'est-ce qui a donné à Hughes l'idée de revenir vers l'évêque à Québec? Il était moins intéressé par la ville de Québec que par celle de Montréal. Mais en même temps, il y a cette relation personnelle avec l'évêque qu'il n'a pas à Montréal parce qu'il n'a pas de connexion avec l'Université de Montréal. À l'époque, je pense que c'est essentiellement l'économiste à Montréal, le chef de Montpetit. Montpetit, effectivement, avec qui il a une relation qui est beaucoup plus distante
où mon petit le patronise un peu, c'est-à-dire qu'il l'invite de temps en temps, mais il n'y a pas de véritable incitation de la part de mon petit envers Hughes. Donc il n'y a pas d'atome crochu avec Montréal, alors qu'il y en a avec l'évêque et avec Laval, et c'est pour ça qu'il va à Laval dans ces conditions-là, à mon avis. Mais je pense que c'est l'initiative du Père Lévesque, c'est le Père Lévesque qui va le voir, parce qu'il fonde en 1938 l'école de sciences sociales ici, et il doit forcément trouver des professeurs, trouver des enseignants. Il faudrait creuser effectivement dans les archives du Père Lévesque. On trouvera les archives complètes du Père Lévesque sont ici. On trouvera certainement des lettres, etc. Aussi. Il y a la connexion avec Falardeau depuis 1939, hein, donc effectivement peut-être que c'est Falardeau aussi qui a incité peut-être à ce que Hughes revienne comme professeur. Il reste là-dessus. J'ai pas mes archives sous la main. Celles sur Falardeau malheureusement sont à Bruxelles, donc peut-être que j'aurai des réponses plus tard, mais je pense qu'il y a toujours cette curiosité profonde à l'égard du Québec, qui a été toute sa vie une grande curiosité, et en même temps l'amitié personnelle avec l'évêque. Donc l'envie de créer quelque chose, de poser des jalons. Ça n'a pas été le seul contact de Hughes avec une institution catholique, puisqu'à la fin de sa vie, il travaille au Boston College. Boston College, une institution jésuite, donc où de nouveau, non sans clin d'œil ironique de sa part, il dit qu'un protestant est considéré comme suffisamment bienséant pour être engagé par une institution catholique. Donc effectivement, voilà pour ces relations. Merci. D'autres questions? Peut-être en conclusion, je vais ajouter que le département de sociologie et l'Université Laval ont donné un doctorat honoris causa à Everett Hughes en 1972, et c'est Falardeau justement qui était son disciple qui a prononcé l'éloge, qui a fait l'éloge de Falardeau, et j'ai eu la chance moi, d'assister à la réception parce que j'étais à ce moment-là professeur assistant donc, au département, là, à temps plein. Il y avait un statut d'assistant à temps plein à ce moment-là, un peu comme ressource d'appoint. C'était mon premier emploi, je venais de terminer ma maîtrise. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Mme McGill et je dois dire qu'ils parlaient tous les deux, là c'est très, très bon français. Là, on parlait en français avec tout le monde. Ouais, et donc, Philippe, merci bien pour cet exposé fort intéressant et très stimulant aussi. Et je t'invite à poursuivre tes recherches là-dessus, profiter du séjour à Laval ici pour justement avancer encore plus loin. Alors, merci beaucoup. Encore merci pour cette invitation. Je t'en prie.